Débat 24 Afrique. C'est maintenant. Nous avons eu donc l'intervention télévisée de Madame la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Madame Masséré Touré Koné, donc qui a annoncé une série de décrets mettant fin aux fonctions du Premier ministre et de l'ensemble des ministres. Le second décret, fin des fonctions des ministres gouverneurs des districts autonomes. Le troisième, fin des fonctions des ministres d'État et des ministres conseillers à la présidence. On va dire également que dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre, le chef de l'État a chargé le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant, évidemment, d'expédier les affaires courantes conformément aux usages républicains. Élisée Boloube, observons cette actualité. Déjà, regardons le timing. Élection présidentielle, élection législative, et enfin, en troisième point, on a la fin donc du gouvernement. Oui, la fin du gouvernement. Oui, parce que ce gouvernement, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, il a été formé le 23 octobre, je crois, le 10 octobre, pardon, 2023. Voilà, et depuis lors, c'est ce gouvernement qui était en fonction. Et nous savons que la mandature allant de 2020 à 2025 du président Ouattara a pris fin avec sa réélection le 28 octobre dernier, à l'issue de... Le Premier ministre a été nommé... Le 16 octobre. 16 octobre, ok. Voilà. D'accord, 16 octobre 2023. Voilà, donc comme je le dis, depuis cette date-là, c'est le gouvernement qui était en fonction. C'est un gouvernement sur la mandature passée. Voilà, donc depuis le 28 octobre dernier, le président Ouattara a été réélu pour un nouveau mandat, donc il court de 2025 à 2030. Et la logique aurait souhaité qu'un nouveau gouvernement soit formé à l'issue de cette réélection et donc de cette nouvelle mandature qui démarre maintenant. Dans ce cadre-là, donc, que le gouvernement a été démis. Bon, bien évidemment, il fallait attendre déjà qu'on finisse les élections législatives qui mettaient la fin à la série des élections qui avaient déjà démarré avec la présidentielle. Et donc, à l'issue de cette élection législative, on passe désormais à la formation d'un prochain gouvernement qui est attendu. Donc, le président a mis fin aux fonctions du gouvernement, après que le Premier ministre lui ait présenté sa lettre de démission. Et ce qui est d'ailleurs conforme, quand vous lisez l'article 83 de la Constitution, voilà ce qui est écrit. Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le Président de la République. La démission du Premier ministre, chef du gouvernement, entraîne celle de l'ensemble du gouvernement. Donc le Premier ministre ayant déposé sa lettre de démission, ça veut dire voilà, systématiquement que le gouvernement donc, démissionne. Le Président donc, a pris acte de cette démission et donc a mis fin à leur fonction et a décidé que le gouvernement, les membres du gouvernement, le Premier ministre gèrent les affaires courantes le temps qu'on nomme un nouveau Premier ministre et qu'on forme un nouveau gouvernement. Alors rapidement, il n'y a pas que le gouvernement, il y a les ministres gouverneurs, les districts autonomes, il y a les ministres d'État, enfin les ministres d'État évidemment, le gouvernement, et les ministres conseillers à la présidence. Oui, exactement. Quand vous regardez, c'est pratiquement, je vais dire que l'ensemble même de tout ce qui constitue les collaborateurs proches du président, qui finalement, à qui on a mis fin à toutes leurs fonctions. Le ministre gouverneur, c'était une trouvaille qui avait été mise en œuvre à partir de 2021 par le président de la République, juin 2021, ils ont été tous nommés. Et c'était une toute première, d'ailleurs une première en Côte d'Ivoire, on n'avait pas encore vu ça. C'était une première, la nomination de ces 14 ministres gouverneurs. C'est vrai, l'idée derrière, comme on l'a dit, c'est de coordonner, de se rendre, de vérifier, de suivre et de coordonner, je vais dire, les actions de développement qui devaient se faire en région. Dans un district, il faut dire que l'un district est constitué de plusieurs régions. Voilà. Donc, à l'issue de leurs actions, disons, sur cette mandature-là, je pense que le président a dû certainement tirer les conclusions sur la nécessité de maintenir ou non ces ministres-gouverneurs, sur l'efficacité de leurs actions ou non. Moi, je suis très loin, je ne suis pas décideur, mais d'un œil, je veux dire d'un œil de profane, franchement, d'un œil de profane, je pense, c'est vrai que je vais peut-être m'attirer des foudres, mais je pense qu'on peut s'en faire l'économie. Ça, vraiment, c'est mon point de vue. Les ministres-gouverneurs. Oui, je pense qu'on peut s'en faire l'économie, parce qu'aujourd'hui, preuve a été montrée par A plus B que les présidents de région, c'est-à-dire ceux qui dirigent les régions, vraiment pour la plupart, ont porté leur région, ont amené leur région à un certain niveau. Donc je ne savais pas pourquoi il était encore utile qu'on fasse vraiment un gouvernorat avec des ministres-gouverneurs. Ça, c'est un point de vue, comme je l'ai dit. Oui, évidemment, et on le respecte. Herman, votre réaction sur la thématique au total? Il faudrait déjà que Élisée se dise qu'on est juste que là à des fins de mission pour les membres du gouvernement et des ministres-gouverneurs. Cela ne veut pas en rien dire... Et des ministres conseillers à la présidence. Également. Cela ne veut pas dire qu'il y a une rupture de démarche. Non, c'est pas ce que je dis. Je suis d'accord, mais c'est pas ce que je dis en fait. C'est-à-dire que son souhait aurait été que le président de la République... Qui n'a pas encore parlé sur la nouvelle nomenclature. Qu'il annonce en même temps peut-être la suppression de façon définitive ou formelle des ministères, des ministres, gouverneurs et autres. Bon,
ça, c'est discutable. Maintenant, pour revenir, moi, personnellement, je suis toujours dubitatif lorsque je vois au lendemain d'élections de grands challenges comme les législatives et les présidentielles, qu'on remette le gouvernement à plat. Mais où j'attends, forcément, c'est que qu'est-ce qui change fondamentalement lorsqu'on change? Parce qu'au début de la gestion du pouvoir par le président Ouattara, les gens s'attendaient à ce que on voit un gouvernement en petit nombre, très technocrate. Finalement, ce n'est pas différent des différents gouvernements qu'on constate. J'aurais espéré qu'il y ait souvent aussi des personnalités qui soient proches de l'opposition, ou bien qui ne soient pas forcément encartées. On arrivera peut-être à ce point. Là, bon, allez-y. Oui, mais si ça vous veut dire, c'est pour me dire que... Non, allez-y, en même temps, emboucher la tempête, voilà. Pas de problème. Comme je disais... Donc pour vous, le next step, oui. Parce que c'est ça. Le reste, tout le rituel qu'on a lorsqu'on démet un gouvernement, enfin, c'est sûr qu'on aura un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, mais est-ce qu'il y aura des changements fondamentaux dans le nouveau gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez comme changement, justement? Ce que j'attends comme un changement gouvernemental, c'est d'abord au niveau même des personnalités, du nombre d'effectifs du gouvernement. Le nombre, hein? Oui. Parce que pour moi, on peut réussir un gouvernement en Côte d'Ivoire ici avec 20 bons techniciens. Maintenant, lui-même constate qu'on met fin aux conseillers spéciaux qui sont techniques. Ministres conseillers. Est-ce que c'est utile? J'en sais pas. Est-ce que quand ils sont conseillers, c'est pas finalement intéressant de les garder conseillers pour les mettre forcément ministres? À quoi cela répond? D'abord ça, et parce que lorsqu'on te dit ministre, il y a tout ce qui va avec, qui est une charge en termes de train de vie à prendre en charge pour l'État. Est-ce que avoir, encore une fois, les ministres gouverneurs, est-ce que c'est utile pour certains gouvernorables à l'intérieur du pays? Vous disiez, l'a dit, il y a des conseillers régionaux qui sont là, qui prennent en charge, et il y a les autorités décentralisées, notamment les préfets, les sous-préfets aussi, qui sont la continuité de l'exécutif, du chef de l'État. Et maintenant, j'ai parlé de l'effectif, j'ai parlé aussi des personnalités. Est-ce qu'on sent un gouvernement d'union nationale? Est-ce qu'on sent l'unité ivoirienne dans le gouvernement? Ce qu'on a assisté, on a vu Oufoué, même dans le parti État, il avait cette façon de faire, de composer en tenant compte de la géopolitique et autres. Mais aujourd'hui, on est loin, on est dans un système de multipartisme depuis 1990. On aurait souhaité, nous autres, qui sommes friands plus ou moins de démocratie, de voir des personnalités qui ne soient pas forcément encartées ou proches du RHDP, qui soient dans un gouvernement qui reflète aussi la ligne d'une certaine citoyenneté en Côte d'Ivoire. Parce que ça manque. Pour ne pas qu'on donne l'impression que c'est le parti ou bien les personnes qui soient d'accord avec la tête de l'exécutif, qui sont accompagnés. Un gouvernement d'ouverture. Voilà, donc j'espère que le président Ouattara va choquer les Ivoiriens en voyant des personnes clivantes en termes de critique de sa marche politique, de sa gouvernance dans un gouvernement. Surtout que tout le monde le dit, tout le monde lance le courrier là-dessus, ce serait son dernier mandat. Quoiqu'on n'en sait pas grand-chose, encore très loin de 2030. Voilà un peu ces petites choses-là que je voudrais indiquer en attendant que le débat s'enrichisse. Marius Kamoré, quel est votre regard? Déjà, on a à la fin, le décret annonce donc voilà, le Premier ministre, son gouvernement, ensuite les ministres gouverneurs, les ministres conseillers, voilà, leur mission pour l'instant s'est arrêtée en attendant d'avoir la nouvelle nomenclature que le président voudra bien donner. Quoi de plus normal qu'après une élection présidentielle, eh bien, le gouvernement en place démissionne automatiquement pour plusieurs raisons. Le président élu doit effectivement former son gouvernement, et même si le président élu ou sortant qui a été réélu, eh bien, reçoit, et ne perdons pas de vue qu'il reçoit un nouveau mandat une fois réélu. C'est-à-dire qu'il reçoit un nouveau mandat du peuple. C'est ça. Et donc cela l'oblige politiquement à constituer, à mettre en place un nouveau gouvernement. Ce qui oblige le gouvernement précédent, actuel, en fonction de démissionner. Et donc c'est une logique qui, pour ne pas dire, c'est une pratique institutionnelle, politique, qui a cours dans notre pays et ce n'est pas nouveau.
Donc sur ce point, on n'a aucun souci. Maintenant, bon, je pourrais revenir sur le next step, selon vous, la prochaine nomenclature, comment est-ce que vous l'envisagez? Quels seraient les choix stratégiques qu'il ferait, par exemple? Essayons de faire de la fiction. Je pense que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin véritablement de créer les conditions d'une unité nationale hors du commun. Et que le dialogue longtemps prôné par le père fondateur soit au cœur des préoccupations, tant au niveau politique qu'administratif. Donc dans les nominations, on devrait voir, selon vous? Oui, on devrait tenir compte. C'est vrai que la nomination de nos dirigeants tient compte de la géopolitique au niveau national. Et donc, il faut que cette géopolitique, qu'avait d'ailleurs privilégié le président Houphouët-Boigny dans le choix des membres du gouvernement, et comme le fait d'ailleurs le président Ouattara et tous ceux qui l'ont précédé, il faut que ce choix-là de baser les nominations de nos hauts cadres, de ceux qui ont en charge le destin de ce pays, en tenant compte des régions, pour ne serait-ce que booster le développement de ces régions. Parce qu'il y a des régions... Non, parce qu'un ministre nommé dans une région, croyez-moi, il joue un rôle prépondérant, et encore une fois le mot, dans sa région. Il contribue véritablement au bon fonctionnement dans sa région. Je veux dire, en matière de développement, bien qu'il y ait des structures décentralisées, comme par exemple les conseils régionaux, les mairies qui existent, mais le ministre joue un rôle, parce qu'il est beaucoup écouté, plus que souvent certains même leaders de nos collectivités au niveau de nos régions, de nos villes et communes, pour ne pas dire communes. Donc voilà, et il faut qu'on tienne compte de cet aspect des choses pour que, par exemple, moi je n'aurais pas compris comment, par exemple, on aurait pu constituer un gouvernement en Côte d'Ivoire, et puis par exemple chez moi à Bengourou, donc dans la région du Moyen Comoué, on n'est pas quand même de ministre dans la République. Je veux dire, dans le gouvernement. Donc chaque région devrait revendiquer un ministre? Oui, pour nous, bien que... non, bien sûr, parce que ça, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est d'importance. Si je prends, par exemple, la posture qu'expliquait Herman Aboua relativement donc, à certains postes qu'il aurait bien voulu voir être biffés. Il parlait des ministres-gouverneurs. Voilà, les ministres-gouverneurs et consorts. Bon, il a totalement raison. Et ça, sur ces points, je le rejoins. Je le rejoins dans la mesure où, pour moi, un ministre-gouverneur tel que son rôle nous est expliqué, il représente en fait l'État au niveau donc du district. Mais on a déjà des préfets de région qui font déjà bien ce travail. On a des gouverneurs des districts qui, quant à eux, font le travail du développement local. On a les maires, on a tout ça. Et si on ajoute, et il a tout à fait raison, parce que le fonctionnement de ces gouvernorats et donc de ces ministres gouverneurs et leurs cabinets et tout ça découle de nos taxes et de nos impôts. Or, nous savons que nous avons besoin d'autre chose en ce moment dans le pays. Chez mon frère Élysée, qui est également chez moi à l'ouest du pays, mais on n'a pas de route. Et Diom Bato, lors de sa campagne, le député, désormais devrais-je dire l'honorable Diom Bato, lors de sa campagne, nous l'a attesté aisément. Il y a des grandes régions de l'Ouest qui n'ont pas du tout de route. Et donc, je pense que l'argent qu'on prend pour faire fonctionner justement tous ces cabinets de ministres-gouverneurs aurait pu aider l'État à pouvoir justement honorer ses engagements dans ces régions. Parce que même avec un budget de 17 000 milliards, de plus de 17 000 milliards, tel que voté par le gouvernement, à l'État, par l'Assemblée nationale, nous ne pensons pas que même avec ces 17 000 milliards, on pourra atteindre le développement tant souhaité dans toutes ces régions, y compris à l'ouest du pays, où il y a effectivement du travail à abattre. Dans la campagne présidentielle, dans la campagne présidentielle, même chez moi à Bengourou, mais je me suis surpris de constater que des vraies communes n'ont même pas de route bitumée. Pour ne serait-ce que rallier à Bengourou, à ces communes, il n'y a pas de route. À Mlekia, il n'y a pas de route. Donc, selon vous, en annulant donc, certains postes, on pourrait donc engranger de l'argent pour participer au développement? Oui, aujourd'hui, c'est plus que d'important. Il faut créer la route. Par exemple, bon, je reviendrai plus tard. Tout à fait. On va écouter Daouda sur ce point. Votre grille de lecture, Daouda, et ensuite le next step. Allons-y. Merci beaucoup, Christelle. Déjà, je pense que le fait que le Premier ministre Robert Begley-Mambe ait donné sa démission, que ça a été accepté, en fait, c'est une décision qui est assez classique. Je pense que ça a été dit. Le président de la République a été élu. On vient de sortir d'une élection présidentielle qui s'est tenue le 25 octobre dernier. Après, on a eu le 27 décembre une élection législative. Donc, techniquement, certains membres du gouvernement sont aujourd'hui députés. Il y a le principe d'incompatibilité du poste des députés et de ministres d'État, ministres, gouverneurs,
qui va rentrer en ligne de compte. Même le Premier ministre lui-même a été élu député. Donc, on sait que dans quelques temps, d'ici le 15, à tout casser le 18, il y aura la rentrée parlementaire. Ils iront siéger, tout et tout. Voilà. Quand ça va finir, on va remettre tout ça. Les compteurs à zéro. Les compteurs seront remis à zéro. Donc, pour moi, vraiment, il n'y a pas le feu à la demeure. Maintenant... les projections? Généralement, quand on doit parler de gouvernement, j'entends les gens parler de gouvernement d'union nationale. S'il y a une autre chose qui m'horripile dans cette terre-là, c'est ce qu'on appelle gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce que c'est une chimère. Pourquoi est-il une chimère? C'est une chimère dans la mesure où... Pourquoi est-il une chimère, justement? On va me dire à moi de prendre quelqu'un en qui j'ai pas confiance, de travailler avec lui, voilà, à cause de l'union. Mais qui est en guerre? L'unité nationale? Qui est désuni en Côte d'Ivoire? Je ne sais pas, hein. Qui est désuni? Parce que quand tu regardes cette pléthore de ministres ici, à commencer, je pense que la géopolitique est plus ou moins respectée. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai écouté mon grand frère Marius Komoué qui disait que lui, il aurait voulu que... À l'Est, il revendiquait donc un ministre, un poste de ministre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse se mettre... Il faut se projeter. Il faut sortir de ce régionalisme qui ne dit pas son nom, en fait. Ce n'est pas parce qu'à Kpobouin, même si Kpobouin aurait aimé avoir un ministre, mais si le ministre qui vient d'Alépé fait le boulot, c'est ce qu'on recherche en fait. C'est ce qu'on recherche. Quelqu'un qui va venir, qu'il soit d'ici ou pas, même s'il n'est pas de là, qu'il fasse. On devrait prendre en compte la géopolitique ou pas? Pour moi, ça, c'est pas le plus important. Pour moi, c'est pas ça le plus important. Justement, c'est parce que depuis des années, on est resté dans ces questions de géopolitique. Il faut qu'il y ait un ministre qui vienne de chez moi. Il faut qu'il vienne de chez moi. Donc, on est resté longtemps basé sur ce régionalisme, sur ce tribalisme. Est-ce que les populations ne sont pas plus touchées justement par l'action du président, sentant qu'il a nommé un des leurs, Daouda? Christelle, ce que j'essaie de dire, peut-être que... Je vous comprends très bien. Au-delà de vous, peut-être qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne le comprennent pas encore. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire une nation. Est-ce que la nation... C'est une nation que nous voulons construire ou bien c'est une région? Est-ce que la nation met à bas justement les régions? C'était le point, c'est mon point. Allez-y, réagissez et puis on va écouter les autres. Allez-y. Ok, merci beaucoup. L'idée pour moi, c'est que moi je pars d'un principe qui est aussi fondamental que ça. Que la personne vienne de l'OPU, qu'il soit nommé ministre des infrastructures, qu'il fasse son job. C'est ce qu'on lui demande. Donc ce n'est pas parce que le ministre ne vient pas de ta région que automatiquement il ne doit pas faire le travail. Parce que c'est un travail qui est républicain. En fait, il faut sortir de cette chimère-là, du régionalisme. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de... Nous, les gens du centre, on veut ça. Mais les Eotilés, qu'on peut compter du bout du doigt, les Nzima qu'on peut compter du bout du doigt, qui ne sont pas un peuple aussi grand. Parce qu'il faut avoir le courage de dire les choses. Selon le dernier RGPH, la population la plus nombreuse en Côte d'Ivoire, en termes de nombre, mais c'est le peuple baoulé. Et quand on commence à descendre, et ceux qui ne sont pas nombreux, eux, ils font comment? Donc pour moi, il faut parler nation, il faut sortir de ces questions de nous voulons un ministre de chez nous, nous voulons un ministre de là, nous voulons un directeur de cellule. Première des choses. La deuxième des choses, c'est l'histoire du gouvernement d'union nationale, tout et tout. Il faut sortir de cela. Pour moi, si Élysée a gagné les élections, il gère le pays pendant sa mandature avec ses hommes. À la fin de son mandat, il sera comptable de son action. Et on va le juger aux actions qu'il a menées. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? L'expérience nous a démontré dans ce pays-là que tout ce qui a été gouvernement d'union nationale, c'était des chimères. Parce qu'au final, tu prends des gens qui viennent dans ton gouvernement, lorsqu'ils rentrent dans le gouvernement, il est dans ton gouvernement, il doit répondre à tes, comment on appelle ça, à tes prérogatives. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? La pesanteur politique prend le dessus généralement sur l'action républicaine parce que souvent, certains vont prendre leur mandat dehors au lieu de faire le travail du gouvernement. La dernière des choses sur laquelle je vais terminer, j'ai pris le temps pour écouter tout le monde. S'il vous plaît, continuez. La dernière des choses, vous avez parlé de Next Step. Je pense que lors de l'adresse du président de la nation, il a parlé de croissance, il a parlé de continuer tout ce qui a été, tous les grands chantiers qui ont été mis en œuvre, il va les continuer. L'action sera mise sur les femmes et les, comment on appelle ça, et les jeunes. Je pense qu'il a donné la directive, mais ce que moi j'attends, et je pense que beaucoup d'Ivoiriens l'attendent, parce que ce qui a été dit, ça c'est normal. Ce sur quoi aujourd'hui les Ivoiriens attendent, il a parlé de transition ou transmission générationnelle. Donc dans le nouvel gouvernement qui va arriver, on veut voir dans les premières actions, comment
comment va s'aborder ou bien comment va s'amorcer la transmission générationnelle. Très bien. Voilà. On écoute Herman, Élisée, ensuite Marius. Herman. Bon, d'abord, je ne voulais même pas aborder l'aspect ethnique. Hein. J'ai contextualisé ça à l'époque d'Oufoué parce qu'on était dans une sorte de parti-État. Ouais, c'était le parti unique. Mais j'ai plutôt regardé le profil politique de chaque membre du gouvernement sortant. On peut essayer de le regarder. C'est des personnalités qui sont essentiellement RHDP. J'ai souhaité, pour qu'il y ait un certain sentiment de reconnaissance à un gouvernement qui vient travailler pour un État, qu'il y ait des personnalités qui ne soient pas forcément encartées du parti au pouvoir ou même proches du président en RSI. Les Ivoiriens, je pense, ont envie d'être choqués à ce niveau-là. Quoique, si on veut regarder même le profil le faciès au niveau régional même, on peut regarder. Il y a combien de noms à consonance nordique? Ça ne dérange pas, c'est pas ce que les gens doivent regarder. Mais si celui qui devait être de l'Opou, qui attend à ce qu'un ministre sorte de l'Opou, il ne trouve pas, il peut faire l'économie de ça. Mais s'il constate qu'à l'Opou, il n'y en a pas, et qu'à Tia Salé, les 25 ministres sont tous de Tia Salé, lui, ça va le choquer, par exemple. C'est pour dire que ce n'est pas pour dire qu'on ne considère pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, toutes les régions ont des personnalités qui sont des personnalités qui ont du potentiel, qui ont du talent. On a vu ici à des périodes, tu prends même avant la réconciliation, le forum de la réconciliation, mais le forum de la réconciliation qu'on a fait en 2000, l'idée, c'était en 2002, je ne sais plus, c'était 2000. C'est en 2000, le forum de la réconciliation en 2000. Mais à la sortie, quelles étaient les conclusions de ce forum-là? Les personnalités des Ivoiriens qui sont venus de toutes les régions, de tous les points cardinaux de la Côte d'Ivoire, ont estimé qu'il fallait avoir un gouvernement d'union nationale, qui représentait de réconciliation. À la sortie de cela, on a vu en 2002, c'est vrai que ça n'a pas fonctionné après, les membres du gouvernement qui étaient sortis de partis politiques, le RDR, le PDC, RDR, je veux dire que ces coups-là, ça ne me dérange pas de l'essayer. Et dire que proposer cela, ce n'est pas faire comme si c'est pour nous mettre nous-mêmes en face de nos réalités. Aujourd'hui, je n'ai même pas pris le gouvernement, les membres du gouvernement de façon individuelle, mais allons-y voir les cabinets, les directions régionales et autres, les directions générales des sociétés qu'on a. Est-ce que tous les Ivoiriens pensent qu'ils ont la promotion qu'il faut au sein de ces structures-là et autres? Voici la question. Donc quand on le souhaite, parce que le gouvernement donne le point de départ, ça insuffle quelque chose. Aujourd'hui, moi, j'estime, le président Ouattara a fait 15 ans. Il n'est pas en train de chercher à forcément plaire à ses lieutenants qu'il connaît tous, à qui il a donné plein de choses. Il peut essayer de choquer les Ivoiriens en prenant des personnalités qui ne soient pas forcément proches de lui, mais dont il sait les talents et les compétences et les utiliser. Merci Herman. Élisée Boloube, votre réaction, votre point. Christelle, déjà il faut noter que le programme de gouvernement qui a été élu par les Ivoiriens à plus de 80%, et je crois que c'est 88,77 si je me trompe, le 28 octobre dernier, ce programme de gouvernement a été baptisé pour une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire. Et ce programme de gouvernement reposait sur 6 piliers. Permettez que je rappelle ces piliers. Le premier pilier, qui est le pilier 1, c'était la paix, la sécurité et la stabilité durable. Deuxième pilier, un capital humain de qualité. Troisième pilier, le développement des infrastructures stratégiques et de pôles économiques régionaux. Le quatrième pilier, une agriculture productive, créatrice de richesses et d'emplois décents. Le cinquième, une industrialisation et promotion de l'investissement privé, de l'innovation et des champions nationaux. Et enfin, le sixième pilier, qui est la promotion de la bonne gouvernance et d'une administration publique performante. Quoique moi, si je devais peut-être donner mon avis sur le classement de ces piliers, j'aurais mis ce sixième-là probablement en deuxième. Non, parce que la sécurité pour moi, elle est primordiale, mais en deuxième. Okay. Maintenant, pourquoi rappeler ces piliers? Oui, je le rappelle justement parce que je veux prendre à mon compte un certain nombre d'observations faites ici et puis aussi apporter des éclaircies. Je vous en prie, Élisée. Quand vous lisez ces 6 piliers, vous n'avez pas besoin d'aide du Nord, d'aide du Centre, d'aide de l'Ouest. Pour les réaliser. Tous les Ivoiriens, tous autant qu'ils sont, quelle que soit leur appartenance, leur origine, peuvent contribuer à réaliser ces 6 piliers. On n'a pas donc besoin d'une exclusivité de personnes pour le réaliser. Tous les Ivoiriens peuvent le réaliser. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai entendu des choses ici qui pour moi sont un peu choquantes. Ça, je le dis objectivement. Quand quelqu'un dit que je souhaite peut-être, ou je me reconnaîtrais dans un gouvernement si quelqu'un venait de chez moi. Mais chez toi, là, c'est 322 462 km². Quand tu es ivoirien, là, chez toi, c'est 322 462 km². Ce n'est pas ta région. Mais c'est ça.
L'Ivoirien, là, c'est 327 ans. C'est ça qui est chez toi. Chez toi, chez moi, c'est pas Pogouin qui est exclusif, ce petit village situé dans la région du Tonkoui, là, qui est chez moi. Et puis, quand quelqu'un dit qu'il vient de Bondoukou, je dis, il ne vient pas de chez moi. C'est vrai qu'abusivement, on le dit très souvent. Mais dès qu'on est Ivoirien, quand on dit on est chez soi, on est donc ressortissant de ces 322 462 km que constitue la Côte d'Ivoire. Donc, quand on me sort un gouvernement, dès l'instant que celui qui a été nommé est Ivoirien, il vient de chez moi. S'il n'est pas originaire de Pogouin, il n'est pas originaire de moi, il n'est pas originaire d'Anané, mais qu'il est de la Côte d'Ivoire, il est de chez moi. Donc si moi je ne peux pas porter ça en tant qu'intellectuel pour le faire comprendre aux autres, mais c'est que j'ai un problème. Parce que si on veut aller sur cette base, en Côte d'Ivoire, il y a 66 ethnies officiellement. Officiellement, ouais. Officiellement. Ça veut dire, allons sur la base du fait qu'on veut qu'il y ait au moins une représentation de chaque ethnie dans le gouvernement. Ça nous fait 66 ministres. Là où Emmanuel Antoine dit qu'il faudrait qu'on ait une équipe très restreinte d'une vingtaine. On a 66. Bon, comment on réalise 20 à partir de 66 ? Il faut je sais pas prioriser donc la nation. Mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire justement. Premièrement, la nation. Deuxièmement, il faut promouvoir la technocratie. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Même si on estime à un moment donné que le meilleur de nous tous en matière de gestion des infrastructures n'est pas issu de mon parti politique, mais qu'il est ivoirien et qu'il a cette compétence, on le met. Parce que l'idée, in fine, c'est quoi? C'est que ce pourquoi j'ai été voté là, ça soit réalisé et ça soit très bien réalisé au profit des citoyens. Si lui peut le faire, pourquoi je m'en prive? Pour prendre quelqu'un d'autre dont je ne suis pas sûr qu'à 80-90% il puisse réaliser le projet. Donc il faut qu'on sorte de ces considérations-là. On est en train de bâtir une nation, on est en train de construire une nation. Il faut qu'on sorte, voilà, qu'on privilégie les compétences. Ça, c'est important pour moi. Et puis je vais finir par cette autre image-là. Christelle, vous savez, je pense que ce qui fait aujourd'hui que la grande majorité des Ivoiriens commencent à ne plus être séduits par la politique et les hommes politiques, c'est le fait que certains ne savent pas rester dans leur couloir. C'est-à-dire Christelle, quand vous êtes ministre de la République. Vous n'êtes pas ministre de chez vous. Ça, c'est clair. Différence. Quand vous êtes ministre, là, on dit que vous êtes ministre de telle fonction, fonction de ceci. Vous travaillez pour l'ensemble des Ivoiriens. Vous ne travaillez pas pour votre région d'origine. Vous travaillez pour toute la Côte d'Ivoire parce que vous êtes mis en mission par l'ensemble des Ivoiriens. Rapidement, petit constat sur le terrain. Qu'est-ce qui vous fait donc, qu'est-ce qui vous emmène à cette décision? Mais ce que je veux dire, si vous voyez que tout le monde il veut qu'il y ait un représentant de chez lui, ministre, c'est parce que justement le ministre là, il devient l'acteur politique majeur de sa région. Il prend des financements, il investit dans la région au point où ceux qui sont les élus locaux ou qui doivent travailler pour la localité sont mis en benne au profit du ministre. Mais c'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est que, oui, excusez-moi. Son rôle, c'est qu'au niveau étatique, il soit représentant, il soit actif. C'est ce qu'on attend de lui. On n'attend pas de lui qu'il aille vraiment mobiliser dans sa région où il investit au maximum des moyens avec même certains contacts qu'il peut même avoir à l'extérieur. Non, mais il faut qu'il travaille pour la République et qu'il laisse les élus locaux, c'est-à-dire le président du conseil régional, maire et autres, faire le travail qui est le leur dans leur région. Écoutons le point de vue de Marius Komoué maintenant. Marius. Un point de vue assez simple, ma chère Christelle. Allez-y, Marius. Je pense que j'ai parlé. Ceux qui devraient m'entendre m'ont entendu. Non, on aimerait bien comprendre. Allez-y, précisez votre idée. Ceux qui n'ont pas voulu écouter pour m'entendre n'ont pas voulu entendre. Précisez votre idée, Marius. La majorité parlementaire, pour ne pas dire la majorité dans la gestion d'un pouvoir d'État, influence la composition d'un gouvernement. Il faut que les gens notent ça. Car gouverner contre le verdict des élections fragilise toujours la stabilité politique des gouvernés et des gouvernants. Il faut que les gens comprennent ça. Ça veut dire quoi selon vous, gouverner contre le verdict des élections? Eh bien, très simple. Vous prenez le cas par exemple d'Abengourou. Pour ne pas parler du moyen Komoué. Une région naguère acquise à la cause du PDCI-RDA. Tout à fait. Aujourd'hui totalement sous contrôle du RHDP. Vous prenez cette région qui a totalement fait confiance à un autre parti politique qui n'était pas d'ailleurs le parti politique naguère accompagné, élu. Vous pensez que vous pouvez faire un gouvernement sans en tenir compte de l'aura que pèse justement cette région dans le choix. Laissez-moi question pour vous, Marius. On pourra prendre 5 minutes. Vous savez, les autres parlent, on ne les interrompt pas. Mais quand nous on parle, mais j'aimerais comprendre. Est-ce que c'est possible? C'est mon travail de poser des questions, Marius. Oui, allez-y. Allez-y. Les gens ont bavardé. Oui, mais si j'ai besoin de comprendre, je n'avais pas fini. Je vais vraiment expliciter mon point de vue. Allez-y, Marius. Voilà. Alors donc, au niveau donc de la question des compétences dont il parlait, mais personne n'est ni la volonté de choisir des hommes compétents dans le choix des gouvernants. Mais celui qui fait le choix tiendra toujours compte
des compétences professionnelles du nommé, de l'expérience administrative ou même politique sur le terrain, mais de son intégrité morale, en tenant aussi compte de sa capacité à gérer un secteur qu'on lui aura confié, comme par exemple la santé, comme par exemple les infrastructures, comme par exemple la sécurité, et j'en passe, y compris même la défense nationale. Donc on ne nomme pas n'importe qui à n'importe quel poste, fût-il de quelque région que ce soit. On peut nommer quelqu'un, par exemple, à l'est ou à l'ouest ou au centre, une région, quel qu'il soit, mais il faut qu'il tienne, que ce dernier, le nommé, eh bien, reflète justement l'adhésion des populations à la politique du régime en place. C'est tellement important et ne pas en tenir compte, c'est vraiment soi-même se fragiliser. Donc la composition du gouvernement doit être cohérente avec le programme électoral du président ou du parti majoritaire, et le parti majoritaire, c'est bien le RHDP. Et donc, il faut véritablement aussi tenir compte de l'urgence nationale. Voilà. Donc, il y a beaucoup de points qui rentrent en ligne de compte dans le choix des hommes qui doivent justement constituer le gouvernement. Ne pas en tenir compte, ça fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Sinon, je n'ai jamais dit que le fait qu'on nomme, par exemple, un cadre du centre ne donne pas toute la légitimité à un régime. C'est archi faux. Quand on nous dit, par exemple, il faut être ivoirien, mais tous ceux qui sont nommés sont ivoiriens, mais on ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est à l'ouest pour aller gérer des problèmes à l'est. Mais il ne connaît pas les réalités de là-bas. On attend. Non, messieurs. Non, mais c'est important. On peut revenir après. S'il vous plaît. On va revenir après. Marius, merci beaucoup. Nous sommes à 44. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rendez-vous au prochain débat.